Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire avec pour thème dispositif d'emploi accompagné. Nous faisons porter ce webinaire cette fois-ci sur le Handipact Nouvelle-Aquitaine, bien qu'effectivement les trois autres régions sont comme d'habitude cordialement invitées. Avec nous, Caroline Dekerl, déléguée territoriale au handicap. Nous avons la joie d'avoir sa présence ici, dans notre studio, comme on dit. Mais nous aurons aussi, et ce sera une nouveauté cette fois-ci, la présence d'Audrey Cerveau, de l'ARS en Pays de la Loire. Et puis nous irons ensuite nous balader du côté de la Bretagne avec Dominique Penhoen, de l'ARS également, pour enfin s'arrêter quelques instants en Centre-Val de Loire avec Nathalie Frouin, qui représente une structure gestionnaire qui s'appelle l'ASTAF. Voilà, nous aurons comme ça un aperçu de ce que les différentes régions ont pu mettre en place et la raison pour laquelle ils ont fait leur choix, ils ont posé des priorités pour ce fameux dispositif d'emploi accompagné. Alors, je vous propose commencer immédiatement avec Caroline Dekerl qui va nous aider à poser le décor, à mieux comprendre ce qu'est ce dispositif d'emploi accompagné. Déjà, peut-être une première question, Caroline, dans quelle dynamique s'inscrit ce dispositif à l'origine ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, ces dispositifs d'emploi accompagné s'inscrivent dans une politique qui est beaucoup plus vaste, qui est la politique de l'inclusion. Ça part du principe que la personne handicapée, c'est un citoyen comme tout le monde, que cette personne en situation de handicap, elle a des droits et que donc elle a accès comme tout le monde, avec tout le monde, tant à la santé, au logement, aux loisirs et bien évidemment à l'emploi. Tu le sais sûrement, il y a eu un rapport de l'ONU en 2019 qui d'ailleurs a un peu épinglé l'État français sur le fait que justement il fallait qu'on transforme notre société française puisqu'on n'était pas assez dans cette inclusion. Jusqu'à présent, on était trop à faire des spécialisations. L'école, un enfant qui est en situation de handicap, c'était pas forcément toujours facile de rejoindre l'école, on va dire ordinaire. Pareil pour l'emploi. Donc là, la véritable volonté, c'est bien que toutes les personnes en situation de handicap puissent rejoindre ce qu'on appelle le milieu ordinaire. Alors peut-être une question un peu provocatrice, est-ce qu'on n'était pas déjà dans un dispositif de ce type ? Alors, c'est vrai que depuis maintenant un certain nombre d'années, on avait déjà fait ce constat que pour aller vers l'emploi, on va dire ordinaire, il fallait un accompagnement pour favoriser cette inclusion professionnelle. Et c'est vrai que ça existait. Il y a pléthore de structures qui accompagnent vers l'emploi et dans l'emploi. Mais on a aussi fait le constat qu'il y avait certaines limites, notamment sur des situations notamment de handicap invisible, des situations de handicap telles que le handicap psychique, le handicap mental, les troubles de l'autisme, où là, parfois, l'accompagnement qui existait pouvait atteindre un peu des limites. Je te donne des exemples. Bien évidemment, Pôle emploi, qui accompagne 2/3 des personnes handicapées en situation, des personnes demandeurs d'emploi en situation de handicap. Cap Emploi, bien sûr, proposait déjà un accompagnement. La difficulté peut-être, c'est que cet accompagnement, il n'est pas forcément dans la durée, il n'est pas sur une durée indéterminée. Une fois que la personne, par exemple, est insérée dans l'emploi, le conseiller Pôle emploi va pas suivre la personne et l'employeur tous les jours ou même toutes les semaines, et ça pendant 2, 3 ou 4 ans. Et ça, sur certaines typologies de handicap, ça peut poser un souci. On a besoin d'un accompagnement qui soit plus intense. Autre exemple, on pourrait qualifier les accompagnements de Pôle emploi, Cap Emploi Samet, de généralistes. Or, sur certaines typologies de handicap, il faut quand même une certaine expertise. Le handicap psychique, par exemple, il est complexe à appréhender. Il faut quand même avoir une formation. Alors, tu vas me dire, il y avait les prestataires PASS, absolument, par exemple, oui, dont on a souvent parlé, qui s'appelait avant prestataire PPS. Parfois, on change les mots pour que ce soit encore plus compliqué. Mais là, en l'occurrence, ponctuel disait effectivement quelque chose de différent de indéterminé. Exactement. Donc, prestataire PPS, qui s'appelle maintenant PASS, c'était bien des prestataires qui étaient compétents sur certaines typologies de handicap, par exemple sur le handicap psy. Mais c'était ponctuel. Donc, l'idée, là encore, n'était pas d'avoir un accompagnement dans la durée.
Très bien. Donc, c'était un petit peu les limites. Alors, on arrivait à quelle situation? Eh bien, on arrivait à des situations très concrètes de type l'employeur qui dit, bah tiens, j'ai recruté quelqu'un, tout va bien, et puis la personne est en arrêt. Ça va faire 2 mois, ça va faire 3 mois, je sais pas ce qui se passe parce que tout allait bien, je ne comprends pas, j'ai plus de nouvelles de la personne. Ah bah tiens, elle vient de démissionner et j'ai toujours pas compris pourquoi. D'autres situations, l'employeur qui dit, bah tiens, j'ai quelqu'un dans mon équipe que je pourrais qualifier de bizarre. Il a des réactions, en tous les cas, que j'ai un petit peu du mal à comprendre. Bon, j'ai pas trop le temps de m'en occuper parce que j'ai aussi autre chose à faire. Mais bon, là, il va falloir vraiment que je m'en occupe parce que ça commence un peu à dégénérer. J'ai d'autres salariés qui viennent me voir, mais on comprend pas pourquoi il réagit comme ça. Voilà. Autre situation, cette fois-ci dans le champ des ESAT, puisqu'il y a aussi les travailleurs qui étaient en milieu protégé, qui disaient moi, je suis dans un ESAT, mais j'aimerais bien basculer en milieu ordinaire. Mais on fait que de me dire, est-ce que tu es vraiment prêt? On va faire une évaluation, on va refaire une évaluation. Puis finalement, la personne ne voyait jamais le milieu ordinaire. Voilà, des cas où il y avait des accompagnements, bien sûr, qui existaient, mais qui pouvaient du coup montrer leurs limites. D'accord. Si on devait retenir en 5 éléments distincts, peut-être ce qu'apporte ce dispositif de manière particulière. Alors là, justement, on se dit, il y a des accompagnements qui existent et il faut bien sûr poursuivre ces accompagnements, mais dans certaines situations, on a besoin d'un autre type d'accompagnement. Un accompagnement qui va être finalement spécifique et plus intense, en fait. Alors, c'est la loi travail de 2016 qui après est rentrée, qui a été mis en œuvre en 2017, qui a posé ce cadre de l'emploi accompagné. Si on devait donc donner une définition, d'ailleurs c'est celle qui est retenue au sens de la loi, ce dispositif d'emploi accompagné, on dit qu'il est mis en œuvre aux fins d'insertion. Donc quand on dit insertion, c'est insertion et maintien dans l'emploi, dans le milieu ordinaire de travail. Donc on se situe toujours dans ce milieu ordinaire de travail, par une personne morale gestionnaire qui va organiser le soutien à l'insertion professionnelle, mais aussi l'accompagnement médico-social du travailleur handicapé, mais aussi un accompagnement de l'employeur. Donc ça, c'est extrêmement important puisque on va retrouver du coup ce soutien qui est aussi bien d'un point de vue professionnel, mais également au niveau médico-social. Ça, c'est une vraie spécificité en fait de cet emploi accompagné. Cet emploi accompagné, en fait, il s'adresse à un public employeur public ou employeur privé. Et pour les personnes, ça va s'adresser aux travailleurs handicapés, soit qui est à la recherche d'un emploi, aux travailleurs handicapés, soit qui est en milieu protégé, donc en ESAT, et qui souhaite basculer en milieu ordinaire. Et dernier type de public, le public qui est déjà en poste chez l'employeur public ou chez l'employeur privé, mais qui a besoin de voir sa trajectoire professionnelle sécurisée. Concrètement, justement, quelles sont les constantes, on va dire, au niveau national de ce dispositif dont on va voir tout à l'heure qu'il a quelques particularités régionales, en tout cas qu'on a le droit d'utiliser avec une inflexion particulière en fonction des priorités qu'on veut fixer. Les spécificités avant de cet accompagnement, elles sont de 5 ordres. La première, c'est que donc on va retrouver, comme je disais, cette transversalité dans l'accompagnement. Donc, on retrouve un accompagnement qui va être et dans le champ professionnel et dans le champ de l'accompagnement socio-médical. D'accord ? Deuxième point, c'est que cet accompagnement, il est à durée indéterminée. Donc, la personne et l'employeur vont pouvoir être accompagnés sans date de fin. Le troisième point, c'est qu'il va y avoir une certaine intensité dans cet accompagnement. Une intensité et du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on va personnaliser en fonction de la personne. Quand je dis de l'intensité, c'est que peut-être qu'il y a un moment, l'employeur et la personne vont avoir besoin d'un accompagnement qui va peut-être être une fois toutes les semaines, et puis peut-être ça sera après une fois tous les mois. On sait très bien que sur certaines typologies de handicap, la personne peut passer par des états émotionnels qui vont varier, et donc peut-être, comme je disais, une fois par semaine, puis une fois par mois, puis après à nouveau une fois par semaine, en fonction des besoins. Donc c'est vraiment individualisé. Autre point qui est extrêmement important, c'est que il va y avoir un accompagnement qui va être mixte. Jusqu'à présent, on était souvent sur l'accompagnement de la personne. Là, on est bien sur un accompagnement
de la personne, certes, mais aussi de l'employeur. Donc, concrètement, c'est un job coach. C'est-à-dire que cet accompagnement, dans le cadre de l'emploi accompagné, c'est qu'on a un job coach qui va accompagner et la personne et l'employeur avec les points que j'ai expliqués. Ça coûte combien, ça? Alors, ça coûte un petit peu d'argent parce qu'effectivement, cet accompagnement, il est vraiment spécifique. Et donc, du coup, l'employeur, il doit être employé à bon escient. Alors, pour l'employeur, ça coûte rien. Voilà, c'était utile de le dire. C'était utile de le dire, puisque c'est un accompagnement, bien sûr, qui est gratuit pour l'employeur. En fait, alors bien sûr, c'est un coût. Hein, donc, ce coût, il est pris en charge par l'État, par le FIP, par l'AGFIP, avec donc des financements publics. Donc, concrètement, en fait, on a labellisé des structures qui sont donc qualifiées de dispositifs d'emploi accompagné. Donc, on a lancé des appels à candidature en 2017 puis en 2018 pour donc labelliser ces structures qui vont accompagner gracieusement en fait la personne. Comment on y a accès à ce dispositif d'emploi accompagné ? Alors, comment on y a accès ? Écoute, pour l'employeur, en fait, c'est à lui de saisir cette plateforme. Généralement, il va en discuter aussi avec son service santé au travail ou son médecin. Et puis, ça peut être aussi tous les établissements médico-sociaux. Ça peut être également les services publics de l'emploi qui vont, en fait, aller saisir cette plateforme. Sur le plan administratif, c'est l'agent qui doit faire la démarche, enfin l'agent ou le demandeur d'emploi, ou c'est l'employeur, le prescripteur, celui qui accompagne dans le cadre de Cap Emploi, par exemple, ou de Pôle Emploi? Alors, dans le cadre de l'emploi accompagné, il y a un principe fort qui est que quand même la personne doit être acteur, actrice de son avenir professionnel. Donc, bien évidemment, c'est elle qui décide. Mais c'est vrai que si elle est accompagnée, par exemple, en étant dans le cadre d'une recherche d'emploi, ça sera aussi à l'organisme qui l'accompagne d'évaluer la nécessité d'aller vers ce type d'accompagnement. Ce qui est extrêmement important, c'est de dire que c'est un dispositif donc qui est national, qu'on retrouve dans toutes les régions, qui est donc, comme on l'a dit, gratuit. Et la plupart du temps, donc, le dispositif emploi accompagné, il est souvent porté par un établissement du médico-social. Et cet établissement du médico-social a conclu une convention de gestion avec le service public de l'emploi, donc Pôle Emploi ou Cap Emploi. Donc, on retrouve bien nos deux sphères professionnelles et médico-sociales dans le cadre de cette convention de gestion. Et point là qui est essentiel, c'est que pour pouvoir intégrer ce type d'accompagnement, il faut que la MDPH oriente vers cet accompagnement. Voilà. Donc ça, c'est dans toute la France, ça fonctionne de la même façon, même si après, il peut y avoir des déclinaisons au niveau régional. Alors du coup, en Nouvelle-Aquitaine, quelles sont les particularités ou quels sont les choix que vous avez faits pour orienter ce dispositif en fonction de vos propres contextes, de vos propres constats, en quelque sorte? Alors, en Nouvelle-Aquitaine, c'est vrai que il y a une volonté, notamment de l'Agence régionale de santé, l'ARS, d'aller vraiment vers cette inclusion professionnelle en proposant cet accompagnement spécifique. Donc, ça fait déjà plusieurs années, même avant la loi, où il y avait des processus un peu expérimentaux pour mettre en place ce nouveau type d'accompagnement. Donc, bien sûr, après, on s'est inscrit dans la loi. En Nouvelle-Aquitaine, on a vraiment fait le choix de se dire ce type d'accompagnement, il doit être, alors c'est pas réservé, mais il doit s'adresser en priorité, comme je l'ai dit tout à l'heure, à certaines typologies de handicap, le handicap psychique, la déficience mentale, la déficience intellectuelle et les troubles de l'autisme. Parce que c'est là où il y a vraiment besoin de cet accompagnement mixte emploi médico-social. Je vous donne un exemple, un employeur qui me disait dernièrement, oui, j'ai quelqu'un qui a priori, d'après ce que je comprends, a une pathologie de type schizophrène. Qu'est-ce qui me dit aujourd'hui qu'il prend son traitement? Oui. Et effectivement, si on était sur un accompagnement qui est uniquement emploi, sans aller vers le champ
de la santé, de l'accompagnement du projet de vie de la personne, comme on fait, effectivement, je peux comprendre que l'employeur s'interroge. Là, le fait qu'on soit bien sur cet accompagnement qui est mixte, ça donne ça rassure l'employeur et ça donne cette possibilité pour l'employeur de s'engager en toute confiance avec cette personne. C'est la question de la transversalité qui ne s'arrête pas uniquement aux problématiques d'emploi, mais qui prend la personne dans son aspect global. Dans son aspect global. Okay, donc, ensuite, en Nouvelle-Aquitaine, on s'est dit, il y a quand même beaucoup d'acteurs. On l'a dit en introduction, il y a beaucoup d'acteurs qui accompagnent. C'est pas toujours lisible. C'est pas toujours lisible pour l'employeur de savoir qui fait quoi. C'est pas toujours lisible pour la personne aussi. Donc, en Nouvelle-Aquitaine, on a vraiment fait ce choix de se dire, on va lancer un appel à candidature pour labelliser ces dispositifs emploi accompagnés, mais on veut que déjà toute la région Nouvelle-Aquitaine soit couverte. Donc, il s'agit qu'il y ait bien dans chaque département, dans les 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine, un dispositif d'emploi accompagné. Par ailleurs, pour que ça soit clair pour tout le monde, on veut une seule clé d'entrée. Donc, à l'intérieur d'un département, on ne va pas labelliser plusieurs structures. Donc, on est parti sur un mode plateforme de service. C'est-à-dire qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a labellisé une plateforme, un porteur par département, mais ce porteur ne porte pas l'emploi accompagné tout seul. Le porteur, en fait, il est à la tête d'une plateforme qui va associer tous les acteurs qui peuvent intervenir sur cet accompagnement. Donc, tous les acteurs, il va y avoir bien évidemment le service public de l'emploi, Cap Emploi, Pôle emploi, les missions locales, mais aussi les prestataires spécialisés dont on a parlé tout à l'heure, les prestataires PASS, et notamment les PASS qui interviennent sur le champ du handicap psychique. On va avoir aussi, bien sûr, tous les établissements du médico-social et toute cette dynamique va travailler autour de la personne. L'idée pour nous, c'était aussi que ce dispositif devait pas être actionné, on va dire, un peu n'importe comment. C'est-à-dire que il y a une sorte de graduation. Il n'y a pas besoin d'aller tout de suite vers de l'emploi accompagné selon les situations. Parfois, peut-être que une intervention du Cap Emploi va suffire pour accompagner cette personne. Mais peut-être qu'en fonction des caractéristiques de la personne, il va falloir renforcer. Peut-être qu'il va falloir faire un Cap Emploi plus un PASS psy. Et puis peut-être que ça suffira pas. Et qu'il va falloir vraiment aller sur cet accompagnement spécifique qu'est l'emploi accompagné. Donc pour nous, ce qui était très important, c'est qu'on parte du droit commun, un peu avec une méthode d'entonnoir, et qu'on aille vraiment sur l'emploi accompagné s'il y avait vraiment besoin. Cet intérêt aussi de travailler en plateforme de service, c'est qu'on met tout le monde autour de la table et qu'on part bien du besoin de la personne. Selon la personne, la réponse, en fait, elle va être réfléchie à plusieurs. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est tous les deux? Comment on travaille? Est-ce que la MDPH, on va la saisir tout de suite ou est-ce qu'il y a un travail à faire en avant? Et ça, c'est important parce que ça évite ce travail en silo. Ça veut dire que le médico-social parle au service de l'emploi, parle à des prestataires spécialisés, mais tout ça avec le cœur qui reste le besoin de la personne. Mais du coup, vous conventionnez avec la plateforme, qui est un groupement finalement qui réunit les différents acteurs, ou vous conventionnez avec chacun des prestataires ou des organismes qui sont associés à la plateforme et qui sont souvent d'ailleurs des établissements médico-sociaux qui parfois intervenaient déjà sur les prestations d'appui spécifiques? Non, nous, on va conventionner avec un porteur qui porte cette plateforme et qui va du coup organiser toute la dynamique dont je viens de parler en fait. D'accord. Donc après, en Nouvelle-Aquitaine, on a écrit un cadre de référence pour justement poser la façon dont on voulait que ça fonctionne. L'histoire de cette on va dire ce principe, on pourrait qualifier de subsidiarité où c'est le droit commun et puis vraiment, s'il y a besoin, on arrive à l'emploi accompagné, on l'a écrit. Le fait que tout le monde doit travailler ensemble, on l'a écrit. Le fait que c'est plutôt dédié à une certaine typologie de handicap, on l'a écrit aussi. Après, on laisse bien sûr chaque plateforme s'organiser comme elle le souhaite. Je te donne plusieurs exemples de fonctionnements différents. Par exemple, dans la Vienne, la plateforme est portée par l'UDAF 86, qui a associé, comme je disais, un certain nombre donc d'acteurs, et il se voit avec la MDPH, qui est pleinement associée à ce dispositif. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, parce que c'est quand même la MDPH qui après oriente, donc qui prescrit presque l'emploi accompagné. Donc ils se voient, ils ont des comités de suivi où ils partent de la situation de la personne. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que parfois, ils disent, bah non, ça ne relève pas de l'emploi accompagné. Ça, un accompagnement passe, ça va suffire. Et puis parfois, si,
Il faut qu'on aille vers l'emploi accompagné. La MDPH est là. Et du coup, quand la MDPH passe dans ses propres instances, elle connaît déjà le dossier puisqu'elle a été associée en amont. Dans d'autres régions, ils ont décidé de réfléchir dans le cadre des groupes pluridisciplinaires de la MDPH. Ils se penchent au sein de la MDPH sur les situations de la personne. Ce qui est hyper important, c'est qu'ils parlent ensemble et qu'on part bien du besoin de la personne. Aujourd'hui, il existe un dispositif dans chaque département, une plateforme plus exactement dans chaque département. Quel est l'état d'avancement? Quels sont les premiers résultats éventuellement qu'on a dans la région de l'Aquitaine? Aujourd'hui, il existe effectivement une plateforme dans chaque département. La Charente, c'est en cours. Ça sera le dernier département qui sera couvert. Alors, bien sûr, ça reste encore récent. Il a fallu un petit peu que tout le monde s'y mette, tout le monde aussi rentre dans cette nouvelle dynamique d'accompagnement. Donc, les résultats sont progressifs. Les prescriptions de la MDPH sont aussi progressives. Il y a certaines MDPH qui ont peut-être pris on va dire le train tout de suite, d'autres qui ont un petit peu attendu. Donc, selon les départements, la montée en charge, on va dire, est progressive, mais on a déjà des résultats qui sont intéressants. Je peux vous donner quelques exemples, par exemple d'une jeune femme qui était en poste et qui est plutôt sur une pathologie plutôt psychique, qui disait moi j'avais beaucoup de mal, de temps en temps je m'arrêtais, mon employeur comprenait pas pourquoi. Désormais j'ai un job coach, je le vois très régulièrement, je le vois pas que toute seule, je le vois aussi avec mon responsable de service. Ça permet pour moi d'expliquer quand il y a des moments où je suis pas très bien. Mon responsable de service comprend. Finalement, il n'a pas besoin de comprendre si je suis bipolaire, schizophrène ou quoi. Ce que lui apporte le job coach, c'est de lui décrypter pourquoi à certains moments je suis pas bien et comment il faut en fait qu'on fasse pour que du coup je puisse conserver mon poste et que ça se passe bien avec tout le monde en fait. Un décodeur bienveillant. Un décodeur bienveillant, tout à fait. Et ça dans la durée, donc c'est hyper rassurant. C'est hyper rassurant et pour la personne et pour l'employeur de savoir s'il y a quoi que ce soit. De toute façon, on voit le job coach. Le rôle de ce job coach, il est fondamental en fait. C'est vraiment lui qui va être la clé aussi de la réussite de cet accompagnement. Merci Caroline, on revient avec toi tout à l'heure. Je vous propose maintenant d'aller faire un tour dans les autres régions. On va commencer, si vous le voulez bien, et si Audrey Cerveau est prête, est disponible et connectée. Si ce n'est pas le cas, on passera avec d'autres. Est-ce qu'on arrive à nous connecter? Non, visiblement, on a quelques difficultés. Je peux donner un autre exemple pas de réseau, aussi. donc vas-y, Caroline. Ouais, un autre exemple parce que parfois, les employeurs avaient du mal à voir aussi la différence entre l'accompagnement de Cap Emploi et un accompagnement dans le cadre de l'emploi accompagné. Et un Cap Emploi me disait très justement la dernière fois que parfois, il atteignait les limites de ce qu'il pouvait faire en termes d'accompagnement parce que lui, il n'allait pas dans la sphère du privé. Là, on parlait d'une personne qui est suivie en hôpital de jour. Le conseiller Cap Emploi, il va pas forcément être en lien avec le psychiatre, alors que en intégrant la sphère du médico-social, ça permet vraiment d'être sur cette globalité et de finalement sécuriser le parcours de la personne et du coup sécuriser aussi l'employeur. Ça, c'est important. Parfait. Est-ce que nous avons une connexion possible ou pas Alors, si ce n'est pas avec le Pays de la Loire, on va... Qui est connecté? Est-ce que Bretagne ou Centre Val de Loire est connecté? Sont connectés? Les deux. Alors, je propose à M. Dominique Penouette de l'ARS, du coup, ça sera aussi un regard du point de vue de l'ARS pour la Bretagne, donc chargé de ce dispositif, de monter en scène, comme on dit sur le plan technique, pour nous faire part de l'organisation et des enjeux, des objectifs et sans doute du rythme qui est donné à ce dispositif d'emploi accompagné en Bretagne. Est-ce que nous avons avec nous Dominique Penouette? Bon, alors visiblement, les tests que nous avions faits qui avaient l'air de bien fonctionner, ça y est, je vois arriver Dominique Penouette. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments un peu structurants, comme l'a fait Caroline De Kerle, sur la manière dont le dispositif d'emploi accompagné a été pensé en Bretagne et dont il est évidemment mis en œuvre?
Oui, alors le principe en Bretagne qui a été retenu a été défini à la fin de l'année 2017 lorsque nous avons lancé l'appel à candidature. Et c'est un... Vous m'entendez? Il n'y a pas de difficulté. Oui, ça y est, je vous entends. Excusez-moi, c'était moi qui n'avais pas de son, mais sur mon retour, mais ça y est, je vous ai maintenant. Voilà. Oui, parce qu'on n'a pas forcément un retour de la réception faite par ailleurs. Donc, c'est un principe d'organisation qu'on a défini fin 2017, lorsqu'on a lancé un appel à candidature, avec quelques principes directeurs pour nous qui étaient de travailler déjà région complète. Contrairement à l'Aquitaine, nous n'avons pas privilégié de principe d'organisation département par département et nous souhaitions avoir un seul opérateur pour la région. Ceci dit, on a notre avantage d'avoir une région qui maintenant fait partie des petites régions puisqu'elle n'a que 4 départements et nous avons voulu d'emblée un dispositif qui soit organisé pour tout type de handicap et qui réponde à quelques-uns de nos critères prioritaires et en particulier de prioriser des publics jeunes, d'une part, de favoriser des sorties d'ESAT lorsque c'était possible, et de travailler sur l'ensemble de la région sans sélectionner un territoire en particulier. Voilà, donc c'est un appel à candidature qui a désigné in fine l'ADAPT comme opérateur unique sur la région, mais comme on le verra tout à l'heure, elle a travaillé aussi son maillage territorial, elle ne travaille pas seule et elle travaille avec des partenaires qui sont déjà en place et qui ont des habitudes de travail avec les MDPH, avec également Pôle emploi et Cap emploi et donc ça permet dans son ensemble de proposer un dispositif qui fonctionne. Le pilotage de cette manière de faire est porté et coporté avec donc l'ADAPT évidemment, mais également avec le FIPH-FP, la GFIP et la Direct, avec lesquels nous faisons un point très régulier, à la fois sous l'angle de l'activité, du profil des personnes qui sont bénéficiaires de ce dispositif, et évidemment d'un point de vue financier. À la fin du mois de septembre, ce dispositif couvrait ou bénéficiait à 72 personnes. Et sur ces 72 personnes, principalement, donc, le premier public qui a bénéficié, c'est un public autiste à 34%, 26 personnes étaient concernées. Et pour 22% des personnes relevant de troubles 10 et pour 20% de déficience psychique. Voilà, je me limite aux 3 principales populations, il y en a d'autres évidemment. Pour 22% d'entre eux, également, on a affaire à des personnes qui sont dans des situations de handicap multiples. Nous avons, in fine, donc, un travail qui nous a donné des résultats tout à fait intéressants, puisque pratiquement les 2/3 des personnes qui sont suivies dans ce dispositif ont, à un moment ou à un autre, accédé à l'emploi, soit au titre de CDD, soit à titre de CDI. Alors, je pense que dans les images qui sont disponibles, vous avez une carte de la Bretagne qui est intéressante aussi pour vous montrer les groupements d'opérateurs qui ont été associés. Voilà, c'est celle-ci. Et donc, vous voyez qu'on a travaillé dans le Morbihan avec une association qui s'appelle l'AMICEP, qui est une association spécialisée dans l'insertion, notamment l'insertion par l'emploi, et pas seulement sur le champ du handicap, mais aussi sur le plan social. Et vous voyez qu'on a une spécificité en jaune sur la partie nord du territoire, avec une autre association qui s'appelle Hémorroïdé, et qui travaille sur la limite est du Finistère et la partie ouest, ce qu'on appelle le Trégor-Gouello principalement, mais aussi de Centre-Bretagne, donc qui va de Lannion à Rostrona, et qui a une zone d'attractivité relativement intéressante. Pour le reste, ce sont des structures de l'ADAPT qui étaient déjà en place, qui étaient intervenues. Alors, n'est pas traduit dans cette carte le fait qu'on a aussi un partenariat de l'ADAPT avec une association régionale qui s'appelle l'ARESAT, l'association régionale des ESAT, qui regroupe un grand nombre de ces structures et avec lesquelles l'ADAPT a pu travailler finement, le cas échéant, sur quelques situations individuelles
visant une sortie des aptes pour intégrer le milieu ordinaire. Voilà, pour ce qui est du dispositif globalement décrit par la Bretagne, je suis prêt à répondre à vos questions si vous le souhaitez. Je reviens sur scène. Alors, pardon, parce qu'il y a de fait un léger souci avec le son, donc je suis obligé de me couper, mais je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et merci effectivement pour cette carte qui illustre bien où vous en êtes. Je vous propose d'essayer de faire un tour maintenant, et merci beaucoup, Monsieur Penouette. Je vous propose d'aller faire un tour du côté du centre Val-de-Loire, car visiblement, Audrey Cerveau, chargée du dispositif de l'ARS, est maintenant connectée, me dit-on. Est-ce que c'est bien le cas? Alors, voilà, ça met toujours quelques secondes, mais nous y sommes. Et c'est, pardon, Pays de la Loire et non pas Centre Val-de-Loire. J'ai fait cette erreur. Audrey Cerveau pour le Pays de la Loire. Nous y sommes presque. Voilà. Très bien. Ça y est, nous vous avons. Donc voilà, même question que posée précédemment à votre collègue Monsieur Penouette sur la mise en œuvre de ce dispositif en Pays de la Loire. Quelles ont été un peu les intentions, voilà, et quelles sont les particularités qui éventuellement vous distingueraient. Puis bien sûr, on terminera aussi sur cette carte pour comprendre comment le dispositif est monté. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, peut-être avant de dire deux mots sur la mise en œuvre très opérationnelle du dispositif d'emploi accompagné en région Pays de la Loire, un petit détour par des éléments de cadrage un peu régionaux autour des principes directeurs qui ont animé la mise en œuvre de ce dispositif. Deux principes directeurs fondamentaux de notre point de vue. Le premier principe, c'est le principe de subsidiarité qui doit permettre de garantir le fait que le dispositif ne se substitue pas aux missions et compétences des partenaires de droit commun, et notamment de Cap Emploi. Et deuxième principe directeur qui a fait l'objet d'une attention particulière dans le déploiement de ces dispositifs, c'est le principe dit de facilitation qui vise un engagement des opérateurs dans un échange d'informations, un appui, une forme de coaching du dispositif d'emploi accompagné vers ses partenaires pour les sécuriser dans leurs actions vis-à-vis de publics spécifiques. Il y a derrière la logique qui a été un petit peu abordée tout à l'heure de transfert ou de montée en compétences des partenaires autour des spécificités de certains publics. S'agissant de la gouvernance, effectivement, on a opté pour une gouvernance qui est profondément inscrite dans le cadre du plan régional d'insertion et des travailleurs handicapés, en réunissant autour de l'ARS, de l'AGFIP et du FIPHFP la directe et avec une volonté d'élargir progressivement le comité de pilotage stratégique aux partenaires que sont les MDPH, parce qu'elles jouent évidemment un rôle clé dans l'orientation des personnes en situation de handicap vers le dispositif d'emploi accompagné, mais aussi auprès de notre partenaire Pôle emploi, puisque depuis à peu près un an, on est partenaire à leur côté d'une expérimentation qui visait les demandeurs d'emploi, avec autisme, Donc, il s'agit de montrer qu'au-delà de l'emploi accompagné, on souhaite vraiment développer et soutenir des synergies d'action partenariales fortes et largement essaimer le partage de compétences et de connaissances à partir de ces dispositifs. Si j'en viens de façon plus opérationnelle à la mise en œuvre en région du dispositif, donc s'agissant des publics, effectivement, nous avons fait le choix en 2017, lors du premier appel à candidature, d'avoir une attention particulière portée sur les personnes avec handicap psychique, ainsi qu'auprès des jeunes adultes relevant de l'amendement Creton. Public qui s'est élargi à la faveur du tout récent appel à candidature auprès des personnes atteintes de troubles du spectre autistique. Avec un pari, c'était effectivement que chacun des dispositifs puisse avoir une file active entre 50 et 60 bénéficiaires.
Si j'en viens effectivement à la cartographie sur la diapo qui suit, ça me permet d'expliciter la structuration du déploiement, puisqu'en 2017, je le disais, on a lancé un appel à candidature régional qui a permis le financement de 2 dispositifs, un premier dispositif en Mayenne et un second dispositif en Loire-Atlantique, pardon. Avec 2 objectifs. Pourquoi le choix de cette structuration d'abord sur ces 2 départements? On n'a pas voulu d'emblée mailler l'ensemble du territoire parce qu'on souhaitait avoir des dispositifs à l'échelle de chacun des départements et qui permettaient d'avoir une file active suffisante, un nombre de référents emploi accompagnés de fait suffisant. Et en l'occurrence, on a une équipe à chaque fois constituée de 3 job coachs. Et puis, on a considéré que c'était le gage d'une bonne professionnalisation et d'une continuité de l'accompagnement sur chacun de ces territoires. Aujourd'hui, on a un appel à candidature, un second appel à candidature qui est en cours et qui doit permettre la couverture donc, des 3 départements restants dès 2019, donc à la fin de l'année. Quelques éléments de bilan pour finir. Au 30 juin 2019, donc ce sont 105 personnes qui étaient accompagnées au 30 juin 2019. Pour 15 d'entre eux, ils occupaient dans le cadre de l'emploi accompagné des postes dans la fonction publique et notamment la fonction publique territoriale. Et au total, depuis le démarrage du dispositif, il y a plus de 120 situations qui ont été accompagnées donc sur les 2 territoires, Mayenne et Loire-Atlantique, avec une proportion importante, il est vrai, de personnes avec troubles psychiques, handicap psychique. Voilà, donc effectivement, donc 2 opérateurs avec les contacts des structures gestionnaires que vous retrouvez sur la dernière diapo, et donc un déploiement à venir et des perspectives de maillage régional dans les prochains mois. Je vous remercie et reste à votre écoute s'il y a des questions. Merci beaucoup, Madame Cerveau, pour ces informations précieuses sur la manière dont le dispositif se déroule en Pays de la Loire. Alors, j'en ai profité pour regarder quelques-unes de vos questions tout à l'heure pendant que nous vous écoutions. Et alors, il y avait des questions sur peut-être probablement de précision sur l'articulation entre la prescription et justement le statut. Donc, évidemment, on est d'accord avec ça. Les prescripteurs Cap Emploi, Pôle Emploi, etc. sont ceux qui, à partir d'un état des lieux, d'un bilan avec la personne, sont susceptibles de dire la réponse la plus appropriée est bien celle du dispositif d'emploi accompagné, là où la MDPH, comme c'est le cas d'ailleurs pour la RQTH, va statuer sur le fait que la personne est bien bénéficiaire du dispositif emploi accompagné. Caroline, est-ce que ma réponse est correcte? Oui, ce qui est important, peut-être pour que ça soit bien clair, si la personne a une RQTH, elle va pas obligatoirement être dispensée. Je sais pas, c'est pas très clair. Si la personne a une RQTH, elle aura malgré tout besoin d'avoir ce statut qui va lui être cette orientation MDPH. Donc, même en étant RQTH, il faut faire cette démarche. Ce qui pose une deuxième question, on l'a vu d'ailleurs, certains l'ont évoqué, c'est que dans certains départements, les MDPH ont des files d'attente très très longues et que parfois là, une personne disait comment on va faire parce que pour avoir une prescription MDPH, c'est 6 mois dans mon département. Alors, en tous les cas, en ce qui concerne la Nouvelle-Aquitaine, on est en train de travailler avec les MDPH, avec les plateformes emploi accompagné pour inciter à ce qu'il y ait peut-être des procédures un petit peu simplifiées pour que effectivement la personne n'ait pas à attendre 6 mois avant de pouvoir avoir la possibilité de démarrer cet accompagnement dans le cadre de l'emploi accompagné. Donc, on a déjà, je parlais par exemple du 86. Dans le 86, je crois que la MDPH met 1 mois et demi ou 2 mois, ce qui est le rêve, pour prescrire l'emploi accompagné, puisqu'ils ont fait une procédure un petit peu simplifiée pour prescrire l'emploi accompagné. Il y a pas mal de questions auxquelles vous avez déjà répondu via le chat. Donc, merci à tous ceux qui apportent des précisions. Il y avait notamment des questions sur les modes de conventionnement. Là, j'ai une question, une des dernières de Catherine Lefebvre, qui nous dit « Et si on n'a pas de convention FIP, peut-on déclarer la procédure en unité déductible ?» Alors, du coup, je ne suis pas sûr de bien saisir la question. Alors, Caroline ?
il n'y a pas besoin, alors je suppose que c'est un employeur, que l'employeur soit sous convention avec le FIP ou pas sous convention avec le FIP, il a accès à ce dispositif d'emploi accompagné de la même façon à ce qu'il a accès au Cap Emploi, au prestataire PASS. Donc, il y a l'aspect conventionnel avec le FIP ne vient pas en considération. Peut-être une chose aussi, puisqu'on le voyait aussi, c'est où trouver la liste des plateformes emploi accompagné sur le site de Handipact. Je crois que vous avez le catalogue pour les employeurs, on pourra retrouver le catalogue de tous les acteurs. Et il y a notamment les acteurs qui portent les plateformes emploi accompagné. Donc, en tous les cas, pour la Nouvelle-Aquitaine, je voyais qu'il y avait une question sur les Deux-Sèvres. Allez voir sur le site d'Handipact et vous retrouverez donc département par département les coordonnées des plateformes emploi accompagné. Il y avait une question, à quel moment la MDPH doit être saisie? Logiquement, elle est saisie une fois que le bilan, entre guillemets, et l'idée même que le dispositif d'emploi accompagné correspond aux besoins de la personne est réalisé ou pas? Alors là aussi, c'est un peu plus complexe. Là, on rentre vraiment un peu sur de la technicité, mais en Nouvelle-Aquitaine, en fait, on considère que les premières parties, tout ce qui est évaluation, il n'y a peut-être pas besoin d'aller tout de suite vers la MDPH. Donc, on peut commencer un premier travail. Et si au terme de l'évaluation, on voit qu'il y a vraiment besoin d'aller vers l'accompagnement type emploi accompagné, là, le dossier bascule dans la procédure administrative MDPH. D'accord. Il y avait des questions. Alors, sur les délais, Caroline, tu y as répondu en partie tout à l'heure. Voilà, procédure spécifique qui permet de réduire. Il faut évidemment vous orienter vers le dispositif régional ou le dispositif départemental. J'ai vu que vous aviez apporté un certain nombre de réponses déjà, notamment sur la Charente-Maritime. Donc, n'hésitez pas à continuer à converser en vous apportant des informations et des réponses techniques plus précises. Voilà. Ce qui est important quand même à rappeler, parce que j'ai souvent cette question-là, pour les employeurs, c'est leur dire que ça peut effectivement, on l'a dit, mais il faut peut-être le rappeler, que ça peut concerner leurs propres agents. Parce qu'on parle beaucoup d'insertion. Donc, insertion, on pense la personne qui est demandeur d'emploi ou le travailleur en milieu protégé. Mais ça fonctionne aussi, ce dispositif, pour des personnes qui sont déjà en poste. Et justement, pour ces personnes-là, pour qui il faut justement sécuriser leur parcours en emploi, en fait. Donc, voilà, pour les employeurs, n'hésitez pas à contacter aussi par rapport à des agents que vous avez et qui pourraient rentrer dans ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure et dans ce typologie de handicap qui nécessite cet accompagnement spécifique. Très bien. Sommes-nous connectés ou connectables avec le Centre Val-de-Loire et Nathalie Frouin pour donc de l'ASTAF, qui est donc la responsable de ce dispositif d'emploi accompagné pour l'ASTAF, qui est donc la structure gestionnaire. Ah, je vous vois et vous êtes deux, donc c'est parfait. Alors, je vous laisse prendre le relais sur peut-être les mêmes questions sur les priorités du territoire et la manière dont il a été imaginé, comment vous y êtes rentré, et puis peut-être, alors comme j'ai pas forcément la possibilité d'intervenir avec le son, sinon ça brouille, nous dire finalement après quelques mois de mise en œuvre aussi quels sont les principaux enseignements que vous tirez, quelles sont peut-être les illustrations qu'on peut avoir déjà de ce dispositif. C'est à vous. Bonjour, donc on ne va pas répondre sur le centre Val-de-Loire, mais plutôt sur le département du Loiret, puisque nous, on est la structure gestionnaire sur le 45. Il y a deux autres départements qui sont représentés dans le centre Val-de-Loire et un appel à projet qui vise à couvrir le reste des départements non pourvus jusque-là. Pour les principes directeurs, à peu près les mêmes que les autres, c'est-à-dire des personnes qui sont actuellement en ESAT et qui souhaitent avoir un parcours de vie dans le milieu ordinaire, des personnes présentant un handicap psychique, des personnes ayant des troubles de la sphère autistique à venir, et puis plus généralement l'ensemble des personnes en situation de handicap. Au niveau de nos rapports avec la MDPH, comme vous le disiez, il y a une procédure d'urgence qui permet de squeezer les délais d'attente avec une participation du dispositif à la MDPH en systématique sur les équipes pluridisciplinaires. Donc, on accompagne aujourd'hui sur le département du Loiret, on a une file active, pour reprendre les chiffres, on est sur 49 personnes accompagnées par 2 référents emploi accompagnés sur l'ensemble du département. Donc 49 bénéficiaires en file active.
Sur les résultats aujourd'hui, donc ça fait 1 an et demi en gros que le dispositif existe. Donc on est deux job coachs et donc accompagnant chacune en gros la moitié sur chaque bassin d'emploi. Et donc on a réussi à repositionner ou raccompagner vers l'emploi à peu près 28 personnes en signant donc des CDI, des CDD et des contrats aussi intérim, des PEC, des services civiques. Et donc en travaillant également avec la fonction publique, puisqu'on a quelques personnes qui sont en situation d'emploi et c'est l'employeur qui nous a sollicité directement. Voilà pour le public. On a de gros partenariats avec l'ensemble des SPE, donc Mission Locale, Pôle Emploi et Cap Emploi bien évidemment. Et effectivement, le principe de subsidiarité est appliqué puisqu'on vient en plus des dispositifs. Et sur l'expérience qu'on peut avoir sur ce recul d'1 an et demi, effectivement, la proximité avec les personnes demandeurs ou en maintien dans l'emploi est essentiel dans le dispositif emploi accompagné. Et voilà, c'est plus souvent pour ça qu'on est sollicité effectivement par nos partenaires, c'est parce que là où Cap Emploi ou la mission locale ou Pôle Emploi ne peut plus aller parce qu'ils n'en ont pas les moyens techniques, effectivement, ils nous sollicitent pour aller accompagner directement jusque dans l'emploi. Voilà globalement pour notre partie à nous. Vous avez des questions? Parfait, merci beaucoup. J'aurais peut-être une dernière question avant que vous ne disparaissiez complètement de nos écrans, qui est celle peut-être de la réaction des employeurs publics que vous avez accompagnés aujourd'hui et des agents. Est-ce que vous auriez, comme vous êtes structure gestionnaire, peut-être une ou deux illustrations qui vous semblent parfaitement pouvoir traduire ce que le dispositif emploi accompagné apporte de particulier? Alors, on a une très belle illustration, notamment au niveau de la préfecture d'Orléans. Et ce que l'employeur a pu nous renvoyer, c'est l'avantage de l'accompagnement du collectif de travail, puisque la personne qui était maintenue dans l'emploi avait des difficultés d'inclusion. Et notre intervention s'est vraiment faite autour du collectif de travail, de façon à pouvoir leur expliquer la situation de handicap de la personne et les moyens de compensation qu'on pouvait mettre en place et l'aide apportée au collectif. Donc, et le fait que la job coach puisse être présente sur le poste de travail avec la personne pour mettre en place les procédures précises. C'est ce qui permet pour cet agent qui avait des arrêts maladie extrêmement réguliers, de les limiter et ça a facilité son inclusion à l'intérieur du collectif de travail. Merci beaucoup pour ces précisions. On voit bien que de temps en temps, entre le dispositif emploi accompagné, c'est probablement parce qu'à un moment donné, il y a une présence d'un job coach et pas uniquement parce qu'en fait, on traduit une problématique collective, parce que ça, les Cap Emploi, pourrait-on dire, ou les prestataires d'appui spécifiques le faisaient déjà. Donc, on est vraiment dans la capacité à pouvoir ajouter au fil du temps, c'est ça, hein? L'essentiel se fait sur la présence sur site d'accompagnement et de la personne, mais également du collectif, pour pouvoir répondre aux questions, pour réactiver les choses de façon dans une temporalité très courte, hein, et de savoir qu'ils peuvent nous interpeller à n'importe quel moment du parcours de la personne, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, on est sur un contrat à durée indéterminée. Donc, même si on imagine que les choses peuvent se régler et pendant une certaine période, ils savent qu'ils peuvent nous ressolliciter à n'importe quel moment du parcours. C'est ça. Parfait, merci beaucoup pour ces informations. Merci aux trois régions de nous avoir prêté main forte, c'était très intéressant. Il y avait quelques questions alors pour lesquelles certains d'entre vous ont déjà apporté des réponses, mais d'autres probablement pas. Caroline, on en avait quelques-unes sur les procédures. Il y a une question effectivement d'un employeur qui demandait pour un agent si c'était à l'agent de faire la procédure et d'aller contacter la MDPH. Non, surtout pas. En fait, c'est de la même façon que c'est un échange qui doit y avoir entre l'employeur et l'agent pour dire, ben voilà, on a sûrement besoin par rapport à la situation que l'on rencontre et vous et moi de trouver peut-être quelqu'un qui va nous accompagner par rapport aux difficultés que vous pouvez avoir.
il y a des structures qui existent. Il faut que l'agent soit bien sûr informé. On ne va pas aller chercher quelqu'un qui va d'un coup convoquer l'agent et dire bon alors qu'est-ce qui se passe quoi. Donc ça doit se faire vraiment dans le cadre d'un dialogue entre l'agent et l'employeur. Mais après on va pas voir la MDPH, on va voir la structure, peut-être au départ, peut-être le Cap Emploi, qui va après voir s'il y a besoin d'aller vers l'emploi accompagné. Peut-être que tout ne sera pas d'emploi accompagné. Ou alors, on peut aussi aller contacter la structure emploi accompagné qui, de toute façon, va faire aussi une évaluation pour savoir si on rentre vraiment dans ce dispositif-là. J'ai cru comprendre qu'au début, il y avait un peu de frustration liée en fait au faible volume d'accompagnement possible, alors avec les logiques de fil, de personnes qui au bout d'un moment n'avaient plus forcément besoin du dispositif et qui étaient du coup remplacées entre guillemets dans les quotas que les structures gestionnaires avaient. On en est où aujourd'hui et quelle perspective? J'ai l'impression que le gouvernement s'est emparé de ce dispositif d'abord en situation d'évaluation et visiblement conforte ou confirme que ce dispositif est intéressant. Est-ce que ça va se développer? Est-ce que ça a vocation à croître encore? Alors, deux choses. La première, c'est que effectivement, enfin, les files actives sont pas donc ce qu'on appelle les files actives, c'est le nombre d'accompagnements que chaque plateforme emploi accompagné a en termes de préfinancement en fait. Il a été labellisé pour un certain nombre d'accompagnements. C'est ce qu'on appelle la file active. Ces files actives, elles sont pas effectivement extensibles. Mais l'idée, c'est bien sûr de pouvoir, comme on a parlé d'intensité, il y a un moment, la personne qu'on accompagnait et l'employeur qu'on accompagnait en les voyant peut-être une fois par semaine, peut-être que maintenant, il y aura besoin qu'une fois par mois et du coup, ça donnera du temps pour aller accompagner une autre personne. Donc aussi, c'est à chaque finalement plateforme de travailler en fonction de cette intensité et de pouvoir accompagner de nouvelles personnes. Ça, c'est une première chose. La seconde, c'est aussi pour ça que nous, on insiste sur ce principe de subsidiarité. Ça a été dit aussi dans d'autres régions. C'est que cette typologie d'accompagnement doit vraiment être réservée à des besoins particuliers parce que justement ces files actives ne sont pas extensibles. Donc ça rejoint une question qui était posée par un employeur dans les questions qui apparaissent là, qui disait mais pourquoi finalement réserver ça que pour le handicap psychique ou les troubles de l'autisme ou la déficience intellectuelle? Oui, effectivement, toute typologie de handicap a peut-être besoin d'être accompagnée. Par contre, on sait très bien que, je sais pas, quelqu'un qui est sur un handicap de type moteur, a priori, je dis bien a priori, puisque chaque cas est différent, mais a priori, il y aura moins besoin d'un accompagnement aussi transversal qui associe le champ du médico-social et le champ de l'emploi. Faire le lien entre le projet de vie de la personne, son projet, son accompagnement médical, comme je disais tout à l'heure, l'hôpital de jour, le psy. Bon, a priori, sur le handicap moteur, il y aura moins cette sphère-là, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment garder en tête que cet accompagnement, il faut l'utiliser à bon escient. Il faut pas tout mélanger. Il y a déjà d'autres structures qui font de l'accompagnement et qui le font très bien. Pôle emploi, Cap emploi, les PASS, le médico-social. Il faut que chacun, en fait, reste aussi dans son savoir-faire, en fait. Voilà. Est-ce que l'enveloppe budgétaire pour autant va augmenter ou pas? Alors, elle va augmenter puisque dans le cadre du plan autisme, il y a des crédits nouveaux qui vont venir alimenter ces plateformes emploi accompagné. Donc, d'ailleurs, dans la plupart des régions, on est en cours de lancement de nouveaux appels à candidature. En Nouvelle-Aquitaine, on a fait le choix toujours dans ce souci de ne pas multiplier le nombre de structures. On a fait le choix que ces crédits nouveaux aillent pour des structures déjà, ces plateformes déjà constituées, dès lors qu'elles sont en capacité d'avoir cette expertise sur le champ de l'autisme. J'ai vu qu'il y avait d'ailleurs une réponse qui avait été apportée par l'un d'entre vous en Charente-Maritime avec un lien qui avait été donné. Donc, merci beaucoup pour votre interactivité dans le cadre de ce webinaire. Voilà, de nouveaux appels à projets pour vous bientôt également dans l'organisation. Tout est en route. Ils sont lancés. Donc, en fin d'année, on aura donc on les aura finalisés. Et puis, surtout en fin d'année, comme il y a quand même une gouvernance
au niveau régional. Donc, en fin d'année, on va pouvoir aussi avoir ce qu'on appelle les dialogues de gestion, c'est-à-dire que les financeurs que sont donc l'ARS, l'État, donc la Directe, l'AGFIP et le FIP reçoivent chaque année l'ensemble des dispositifs d'emploi accompagnés pour faire un bilan, savoir où on en est. Et puis, comme ça reste des dispositifs quand même nouveaux, on apprend aussi et les uns et les autres en marchant. Donc, ça permet aussi d'ajuster certaines choses, parfois de mettre aussi un peu de l'huile dans les rouages parce que voilà, tout ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Donc, et puis ça permettra de mesurer au bout de maintenant plus d'1 an et demi concrètement les résultats, combien d'employeurs se sont saisis de ce dispositif, combien de personnes sont accompagnées, quelles typologies de handicap reviennent le plus souvent et quels résultats surtout, puisque ce qui compte, c'est quand même les résultats et la sécurisation de l'emploi. Voilà, c'est quand même le but. Merci infiniment, Caroline, pour ta présence ici parmi nous et tes explications lumineuses, comme d'habitude d'ailleurs. Vous avez bien sûr la possibilité de revoir d'une part la vidéo qui aura été tournée, donc le replay de cette vidéo sera disponible dans quelques minutes sans doute, ou peut-être heures, j'en sais rien, après la fin de ce webinaire. Nous vous mettrons bien sûr un lien, y compris sur le site du Handipact, qui couvre les 4 régions, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Vous aurez également les supports qui ont parfois été présentés d'une manière un peu rapide, et ça faisait peut-être un peu mal aux yeux, désolé, on a encore besoin d'apprendre sans doute et de nous perfectionner sur la manière de passer de l'un à l'autre, mais vous aurez ces éléments-là qui vous donnent évidemment ces points structurants sur la manière dont le dispositif est organisé, avec notamment cette carte qui est tout à fait intéressante pour savoir quel est l'interlocuteur qu'il faut, ou en tout cas la plateforme qu'il faut que vous sollicitiez. Notre prochain rendez-vous en termes de webinaire sera le 23 mars prochain, à moins qu'entre-temps on décide, pourquoi pas, de l'urgence d'un autre webinaire selon l'actualité. Celui-là, le 23 mars prochain, en 2020, donc portera sur les troubles cognitifs, et nous avons déjà entrepris dans différents territoires de traiter ce sujet, y compris en comité des employeurs publics, mais c'est un sujet qui est toujours d'actualité, qui nécessite qu'on creuse un peu, qu'on comprenne ce qui se joue et comment on peut trouver des mesures compensatoires ou des approches compensatoires pertinentes. Voilà, il me reste à vous remercier, d'abord vous qui êtes intervenus de votre bureau sur les 3 autres régions. Merci, ça crée cette interactivité que nous aimons bien dans le cadre de ces webinaires. Caroline, encore une fois, je te remercie infiniment. Merci à vous tous qui avez participé. Vous étiez autour de 70, entre 50 et 70, preuve que ce dispositif a encore des choses à dire. Vous avez bien sûr la possibilité de continuer à poser un certain nombre de questions que nous essaierons de traiter. Alors, bien sûr, à travers, dans les quelques minutes qui suivent ce webinaire, mais aussi de nous les adresser via la plateforme ou via le site des 4 régions, du Handipact des 4 régions. Merci à tous, à bientôt, très bonne journée.